Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je me demande comment les gens peuvent s'emparer de l'intelligence artificielle, mais de manière démocratique. Et je veux en savoir plus sur les cafés IA. Vous allez l'entendre, ce ne sont pas des cybercafés nouvelle génération, mais des lieux où on peut en parler entre citoyens. Plus de 150 000 personnes y ont déjà participé partout en France. Bonjour Cécile Raveau. Bonjour Simon, merci beaucoup de m'accueillir pour cet épisode. Avec plaisir, tu es la directrice de la mission Café IA. C'est une démarche d'intérêt public qui a été lancée en 2024 par le Conseil national du numérique. Aujourd'hui, ce dispositif est autonome. Il est hébergé par la Direction générale des entreprises au sein du ministère français de l'économie. On va parler ensemble de l'adoption fulgurante par les Français des IA génératives dont on connaît de plus en plus les petits noms, les noms de services. Alors c'est ChatGPT évidemment, Gemini, Claude, le français, le chat de Mistral, Copilot ou encore Grok, voilà, peu à peu, ces chatbots d'intelligence artificielle se sont glissés dans nos quotidiens. Selon l'édition 2026 du baromètre du numérique, ce sont 48% des Français qui ont déjà utilisé l'IA générative. Alors c'était 33% l'année d'avant, 20% en 2023. On voit que des paliers assez importants sont franchis d'année en année, mais une courte majorité reste méfiante vis-à-vis de l'IA en général, et parmi celles et ceux qui l'utilisent, il y a des questions, des débats, et ceux qui ne l'utilisent pas évoquent en première raison le manque de confiance, le manque de compétences aussi, quand 5% souhaitent tout simplement limiter leur empreinte environnementale. Donc tout va très vite et la fracture numérique qui sépare les Français peut-être s'aggraver avec cette nouvelle technologie. Alors on va parler de tout ça. Tu vas nous expliquer pourquoi les cafés IA se sont donnés pour objectif de permettre à toutes et tous de s'emparer des enjeux de l'intelligence artificielle. Ça se passe localement, un peu partout en France. On va aller dans le détail. J'ai hâte d'en savoir plus, notamment sur les sujets discutés, de parler avec toi des défis que pose l'adoption de l'IA. Mais d'abord, on a envie d'en savoir plus sur toi et sur ton parcours. Alors, comment tu t'es retrouvé à t'investir sur ce terrain de l'intelligence artificielle? Alors j'ai un parcours complètement atypique, j'ai fait beaucoup de choses, notamment dans la communication. J'ai fait des études de communication, j'ai bossé dans des médias, en région au départ à Lille parce que je suis une ch'timi. Et puis au fil du temps et on va dire à partir de 2010-2011, parce que je suis vieille maintenant, j'ai 45 ans. Oh, bah, c'est Et jeune. mais j'ai orienté donc mes sujets donc communication. Je me suis lancée en freelance pour aider notamment des ONG et apporter mes compétences auprès des acteurs qui étaient utiles pour la planète, donc les associations, protection de l'environnement et aussi tout l'univers de l'économie collaborative. Donc, c'est tout ce qui est lié à l'open source. Donc, à l'époque, on parlait à peine du DIY, par exemple, donc du do it yourself ou des communs, l'open source. Et c'est des sujets qui ont commencé vraiment à rentrer dans mon environnement et dans des choses qui me passionnaient. Et donc, juste avant de démarrer, donc il y a maintenant 1 an et demi à la mission Caféia, j'étais responsable éditoriale du grand salon RSE ProDurable, qui, pendant 2 jours, a réuni plus de 600 speakers, donc tous des dirigeants qui venaient parler un peu de leur politique RSE interne. Ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer Gilles Babinet, qui à l'époque était donc le président, enfin coprésident du Conseil national du numérique, et qui connaissait aussi mes actions en parallèle bénévoles. Donc, voilà, chargée de com pour des ONG de protection de la planète.
Et également, et c'est là le côté un petit peu atypique, je suis coprésidente de Burning Man France, donc l'association française, les French Burners. Et, euh, et donc, j'ai des compétences pour animer des communautés. Et ce qui a beaucoup plu, un peu ce côté décalé à Gilles Babinet, et en même temps, avec la mission Caféia, qui est un projet un peu atypique, qui rejoint une politique publique d'inclusion numérique. La mission Caféia a pour objectif, tu vois, donc de rassembler les gens pour les faire échanger sur les enjeux de l'IA. Et toute cette communauté de personnes, c'est la mission Caféia ou les Caféia. C'est vraiment un dispositif qui est décentralisé. Chacun peut faire un café IA. Et on a une communauté d'animateurs. Donc, voilà, le lien entre la mission Caféia et mes expériences précédentes viennent de tout ça. Savoir communiquer, parler de l'intérêt général et mettre en réseau, parler à des communautés. On va aller dans le détail dans cet épisode, on va parler d'intelligence artificielle générative. C'est celle qui peut rédiger, créer des images, des vidéos ou du code informatique. Je le disais dans l'introduction, l'adoption de cette très jeune technologie est très rapide. 48% des Français y ont recours, c'est 28 points de plus en 2 ans. L'utilisation de l'IA est particulièrement élevée chez les jeunes, ils sont 85% lorsqu'ils ont entre 18 et 24 ans à l'utiliser régulièrement. Chez les cadres et les professions intellectuelles supérieures aussi, 76% d'adoption. Cécile, commençons par parler donc de cette adoption. Comment les Français se sont-ils concrètement emparés de l'IA, alors d'après les études, mais surtout d'après ce que tu observes dans les cafés IA sur le terrain? Est-ce qu'ils s'en servent un peu comme un moteur de recherche plus puissant ou tu vois déjà d'autres usages émerger? Voilà, c'est tout le sujet. C'est les gens qui ont accès au numérique utilisent l'IA qui est arrivée comme ça d'un coup, gratuitement, pour faire des recherches toutes simples qu'on pourrait faire sur Google. Il y a très peu d'outils de sensibilisation qui permettent aux gens justement d'en avoir une utilisation éclairée. Donc la démarche Caféia est vraiment arrivée à point nommé pour pouvoir permettre, eh bien, d'une part, à tous les citoyens de comprendre les enjeux de l'IA, et aussi de pouvoir soit améliorer donc leurs connaissances, soit poser leurs questions ou balayer leurs craintes par rapport à cette technologie. En tout cas, le café IA représente vraiment un outil important et à disposition de tous en tant qu'animateur. Tout le monde peut être animateur de café IA ou simplement en venant y participer pour justement venir lever toutes ces craintes. Alors, je t'entendais dire le mot gratuit. C'est vrai que ça a participé à l'adoption, mais est-ce qu'il y a une différence concrète d'usage entre les offres gratuites et les offres payantes? C'est tout un monde qui sépare ces deux offres? Oui, oui, en effet, on est limité en version gratuite, et c'est ce qu'utilisent quand même beaucoup de citoyens. Et ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est vraiment donner des clés de compréhension aux citoyens pour qu'ils puissent au moins avoir une utilisation euh, plus rationnelle, on va dire. Et puis un élément important, c'est que dans un café IA, on n'est pas là pour vendre de l'IA. Les gens qui n'utilisent pas l'IA, c'est très bien. On est simplement là pour leur donner vraiment qui comprennent ce que c'est et comment ça fonctionne. C'est un peu, je parlais de la fracture numérique, mais c'est un peu une technologie qui s'impose. Il faut la connaître et après, libre à soi, évidemment, de s'en servir ou pas. Alors, les cafés IA, ça part d'une demande présidentielle en
En mai 2024, Emmanuel Macron appelait à un grand débat généralisé sur l'intelligence artificielle, mais entre une commande publique et un samedi matin dans une ville de province où des gens parlent entre eux, comment ça se traduit opérationnellement? Je me demande de quoi on parle concrètement dans un café IA, à quoi ça ressemble vraiment. Alors tu disais, il y a une communauté d'animateurs, mais décris-nous un peu. Alors, depuis cette annonce, la mission Caféia a été, comme tu l'as indiqué aussi tout à l'heure, s'est développée via le Conseil national du numérique. Aujourd'hui, on est indépendant, toujours rattaché à la Direction générale des entreprises, mais indépendant. Le Conseil national du numérique est de son côté et continue ses missions. Nous, en fait, on a mis en place donc un site qui s'appelle donc cafeia.org, sur lequel on a tout d'abord proposé des formats d'animation qui sont accessibles à tout le monde. Donc tout le monde peut animer un caféia avec ou sans connaissance particulière sur cette technologie. Et ce qu'on recherche, c'est moins on s'y connaît, plus le caféia est intéressant en fait. Euh, et ça se justifie par les formats d'animation qu'on propose, puisqu'en fait, ce sont des jeux pédagogiques, ludiques, où on a simplement à suivre les règles des jeux pour animer et surtout partager des clés de compréhension aux participants. Donc, c'est ça qui fait toute la valeur du café IA. Euh, on a des principes, donc ça fonctionne vraiment comme une communauté et un mouvement pour rejoindre la démarche Café IA. Animer un Café IA, ça veut dire réaliser un événement qui est gratuit pour le public, qui est accessible à tout le monde, qui est agnostique. On n'est pas là pour faire la promo de quelque chose, et d'une IA en particulier. Et puis, c'est pas descendant. Donc, à partir des jeux, c'est ce qui est assez magique. On crée du lien et les gens apprennent énormément et peuvent avoir des clés de compréhension. J'en parle beaucoup, mais c'est vraiment le sujet. Et en faisant appel à leur esprit critique. Et c'est vraiment le sujet majeur. Alors, on comprend bien cette mise en réseau, cette communauté, vous fournissez, j'allais dire, le nécessaire pour pouvoir déployer de façon assez simple dans les villes, dans les villages même, des cafés IA. On va se mettre du côté des participants. Quand les gens arrivent dans la salle, de quoi ont-ils peut-être vraiment peur? De quoi ont-ils envie de parler? Quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent autour de la conversation? Parce que c'est surtout une conversation finalement. Exactement. C'est un temps d'échange, de débat. Et je vais pas te surprendre, mais les questions ou les sujets qui reviennent souvent, c'est là, l'IA va détruire le monde, va détruire mon métier, l'IA c'est dangereux. Donc c'est vraiment des questions très classiques et c'est vraiment ça qui revient dans les cafés IA qui peuvent se dérouler au fin fond de la campagne, dans la Creuse ou même partout en France et dans les grandes villes également. Le fait d'avoir des formats d'animation qui soient vraiment bien adaptés et qui traitent l'ensemble des sujets, qui vont présenter comment on prompte, la sécurité, les datas, l'histoire de l'IA, les fake news. Ce sont tous des sujets qu'on aborde à travers des jeux de cartes. Donc, les gens, en jouant, apprennent une multitude de choses. Alors, comment on prompte, c'est un mot que tout le monde ne connaît pas encore. Alors, ceux qui l'ont adopté le savent. C'est qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on rédige, qu'est-ce qu'on dit à son intelligence artificielle. C'est ça, pour qu'elles nous répondent, en fait, Voilà, tout c'est la simplement. commande, le prompt qui est rentré dans le dictionnaire, je crois. Il y a deux camps dans le débat public sur l'IA. Tu le disais, les enthousiastes qui voient là une révolution magique, les inquiets aussi sur les conséquences pour l'emploi, sur la désinformation dans les cafés IA. Est-ce que ces deux camps se retrouvent
clairement autour de la table, tu nous le disais un peu, mais que produisent ces débats? Comment vous y répondez, sur place et qu'est-ce qu'il en ressort, en fait? Alors, c'est ça qui est très intéressant et qui est assez magique dans un café IA, c'est que le fait de jouer, de rassembler, des gens qui ont des connaissances complètement différentes, parfois opposées, et bien, le fait de recréer du lien entre, citoyens, parce qu'en plus, on est de plus en plus isolés ou, à être seul et entre ceux qui utilisent l'IA et qui posent plus de questions à personne et qui, font tout par eux-mêmes et les gens qui sont perdus et qui, sont isolés tout simplement physiquement. Le fait de les rassembler autour d'un jeu, donc tout le monde est à égalité. Alors il y a des gens qui ont plus de connaissances que d'autres et ce qu'on constate et c'est ce qui se passe un peu partout, c'est que d'une part, alors tout en sachant qu'on est toujours guidé par les jeux, donc tu vois, tu as ton attention qui est focus sur un sujet au moment où on en parle en fait. Eh bien, il y a un bel esprit de bienveillance parce que, on va dire, les personnes sachantes ou les personnes passionnées qui viennent au Café IA, parce que ça s'appelle Café IA, ils ont envie de, par curiosité, ils viennent découvrir ce qu'on va, ce qui va se passer. Eh bien, les gens prennent conscience du décalage de connaissances et bien souvent, les personnes qui s'y connaissent bien sont ravies de pouvoir apporter, tu vois, des conseils pour voilà, tous les participants. Donc tu as un véritable échange qui se crée, et comme je le disais, il y a pas d'échange descendant réalisé par l'animateur. L'animateur a juste un rôle de facilitateur et de gestion du temps pour le jeu justement, par exemple. Donc les échanges sont ultra intéressants et bienveillants parce qu'on a des questions, des gens qui sont un peu largués et c'est rassurant pour, tout le monde parce que tout le monde se pose les mêmes questions et les gens qui en connaissent un petit peu plus sont très contents de pouvoir partager des petites connaissances au sein d'une discussion. On va prendre certains des sujets, hein. Dans un instant, on va parler, oui, du monde du travail, mais aussi de l'information, de l'environnement. Mais pour quelqu'un qui écoute cet épisode et qui se dit: «Finalement, l'IA, j'en entends parler, mais je ne sais pas quoi en faire. Je me sens un peu largué», par où tu lui conseillerais de commencer? Tout simplement parce qu'il se pose des questions de cas d'usage pour l'intelligence artificielle. Alors peut-être commençons par la sphère privée, dans son quotidien? Alors nous, sur le site Caféia, on a ce qu'on appelle les fiches actions. Ce sont des fiches qu'on peut télécharger. Alors oui, tout est open source et libre de droit, donc tout le monde peut aller consulter les contenus et dans les fiches actions, en fait, pour ne pas laisser les gens seuls après justement ce temps d'échange, de partage, où on balaye les craintes de chacun. On propose des actions pour, par exemple, soit aller plus loin dans ses recherches personnelles et en apprendre un petit peu plus à travers des MOOC qui sont vulgarisés, accessibles, gratuits, ouverts à tous. On propose aussi des formations. On oriente vers des partenaires publics qui proposent des formations. En fait, chaque personne peut venir y trouver voilà, les clés pour poursuivre leur apprentissage, pour ceux qui le souhaitent, par eux-mêmes de façon individuelle. Oui, vous avez différents, ateliers aussi, des ateliers Wikipédia, des formats pour parler de deepfakes, alors c'est quoi le lien Voilà. qu'on peut faire entre apprendre à utiliser l'IA et apprendre à ne pas se faire induire en erreur? Alors là, niveau novice, qu'est-ce qu'il faut absolument savoir, avant de commencer son premier prompt à l'IA? Alors moi, je vais pas être l'experte pour donner les conseils clés pour faire le premier prompt. En fait, on cherche vraiment à utiliser les gens sur les enjeux. Et à travers les jeux, parce que si par exemple on parle de deepfake, donc les images fausses en fait, qui ont été générées par l'IA,
Il y a encore un an, on était tout à fait capable de déceler une véritable image d'une fausse. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, il n'y a pas d'outil miracle à part faire appel à son esprit critique. Et c'est la prise de conscience qu'on essaye enfin pas qu'on essaye, qu'on démontre pendant un café IA. Donc, c'est pour ça que les jeux sont bien adaptés, puisque voilà, on confronte les gens à leur propre esprit critique, enfin pour qu'ils prennent conscience qu'en fait maintenant c'est à eux de réfléchir, c'est à eux d'aller contrôler à droite à gauche en fonction de la source de l'image. Mais tu vois, on ne va jamais aller nous recommander quelque chose en particulier ou une IA, on reste agnostique. Pendant le café IA, ou nous, en tant que mission café IA, on reste agnostique, on donne simplement des infos qui peuvent être sur bah oui, l'environnement, la souveraineté, etc. Mais on ne fait la promo de rien du tout, en fait. Mmh. Alors l'IA au travail, ou plus exactement, parlons de pourquoi Café IA, milite aussi pour provoquer des discussions sur l'IA dans le monde de l'entreprise, dans les TPE, les PME et également dans la fonction publique, avec les agents publics, qui organisent aussi des cafés IA, donc dans toutes ces structures, dans le monde du travail. Quand on évoque l'IA en entreprise, on pense, à 2 sujets, la productivité, les gains, les gains de productivité dans son travail, mais aussi, bah, peut-être des menaces sur, l'emploi, tout ça est encore, un peu flou. Il y a la question de la souveraineté des données, c'est vraiment les sujets sur lesquels, s'animent des cafés IA, dans le monde du travail ou, c'est beaucoup plus, surprenant que ce que je ne l'ai dit? Non, en fait, c'est bien les grands sujets et mon point de vue, c'est il est essentiel de faire un café IA en entreprise. Pourquoi? Parce que, le sujet IA est un peu tabou entre les personnes qui ne savent pas s'ils peuvent l'utiliser ou non, qu'à l'arrivée, de l'IA enfin la transformation, hein, numérique, qui arrive dans l'entreprise, qui ne savent pas, voilà ce qui va se passer. Donc, ça crée énormément de craintes, de tabous. Et pour rassurer et pour que cette transformation se passe doucement et avec les collaborateurs ou les salariés, c'est de mener une réflexion collective avant tout. Et le café IA, comme c'est vraiment un outil de démocratie, un dispositif fait pour faire parler les gens. On a un format qui est adapté aux entreprises. Avant cette transformation, mettre en place le café IA permet de mener une réflexion collective autour de la charte de bonnes pratiques, par exemple. Donc en fait, tu peux très bien te dire, ben voilà, nous on va mettre l'IA, on ne sait pas encore trop comment ça va se passer dans notre PME. Et puis il faut le faire digérer, accepter à l'ensemble des collaborateurs. Eh bien, le premier réflexe à avoir, c'est de créer un moment, un temps d'échange bienveillant, convivial, où on en parle de manière ouverte et avec un objectif qui est clairement annoncé en disant voilà, on fait ce temps d'échange pour mettre en place ensemble notre charte d'usage interne, mais on sollicite l'ensemble des collaborateurs pour l'écrire ensemble. C'est une première approche qui est pour moi essentielle dans l'entreprise. Un moment de dialogue et donc de débat même parfois dans l'entreprise, sans tabou. Alors peut-être en amont de la définition d'une politique, par l'entreprise de ce qu'elle veut faire de l'IA justement, peut-être en parler, car là on parle pas des grands groupes qui ont déjà déployé des solutions, mais des petites entreprises qui, sont, parfois un petit peu, bah, livrées à elles-mêmes face à ces technologies. On parle beaucoup de l'IA comme, d'un outil, aux promesses d'avenir assez exceptionnelles pour la productivité, mais de plus en plus de voix, s'expriment pour rappeler, son, empreinte écologique, son coût important. Les centres de données, très gourmands en énergie, des modèles, qui consomment,
énormément de ressources, des impacts, hein, sur l'environnement. Alors les chiffres sont assez difficiles à donner car ils dépendent beaucoup du matériel, des pays et de l'année, mais l'empreinte écologique est grandissante. Alors je voudrais obtenir ton témoignage sur ce point, sur le terrain, dans les cafés IA. Est-ce que ce sujet revient spontanément, le sujet de l'IA et de l'environnement? Oui, oui, c'est toujours un des points clés. Ça, c'est sûr. L'environnement, le travail et la protection, la sécurité, on va dire, sont vraiment les 3 points qu'on retrouve sur chacun des cafés IA. Alors pour ça, et c'est ce que je disais au début, donc on n'a pas besoin d'être expert de l'IA pour mener un café IA, et pour ça, on a plein d'outils. C'est-à-dire que pour montrer un peu l'empreinte énergétique du prompt ou simplement de l'IA, euh, on, on invite les gens à utiliser Compare IA, qui est une plateforme qui permet de prompter et quand tu lances ton prompt, pardon, tu as la réponse de 2 IA différentes et anonymes. Donc, en fait, tu peux voter sans savoir quelle IA te répond. Mais tu fais voter les gens et tu leur dis, ah ben, moi, je préfère la réponse A ou moi, je préfère la réponse B, etc. Et ensuite, tu as la révélation des modèles. Et au moment de la révélation des modèles, tu as également leur empreinte énergétique. Et là, tu as une vraie prise de conscience quand tu vois que le prompt, il correspond à, par exemple, 2 heures quand tu regardes YouTube 2 heures. Là, les gens se disent, ah oui, ah ben, je vais peut-être pas m'amuser à demander la météo, quel temps il fait demain ou qu'est-ce que je mets demain, parce que effectivement, ça n'a pas de sens. Donc, c'est un outil pour nous qui est indispensable et qui est présenté à chaque fois. Et quand tu utilises ça, tu as une vraie prise de conscience et l'animateur n'a pas besoin d'être un expert en environnement ou tu vois, de l'ADEME pour présenter ces données, en fait. Elles sont concrètes tout de suite et en direct. Compare IA, je mets le lien dans la description, c'est intéressant. Alors c'est vrai que les spécialistes de l'environnement ont tendance à dire, alors sans juger, que il faut se poser la question de son usage de l'IA et peut-être l'utiliser que pour des choses qui ont une véritable valeur ajoutée à distinguer, en effet, de la simple recherche Internet. On va dire un mot de l'actualité au moment de la diffusion de cet épisode, parce qu'on se parle alors que la semaine de l'IA pour tous se déroule partout en France. Qu'est-ce qui se cache derrière cette opération? C'est une sorte de café IA géant? On peut dire ça, ouais, un café IA géant, c'est-à-dire que donc nous, déjà, la mission Café IA, on a des animateurs partout en France. Il y a plus de 2000 animateurs partout sur le territoire, essentiellement des conseillers numériques et des médiateurs numériques qui sont donc à disposition des citoyens et qui lancent auprès de leur public les cafés IA pour justement l'objectif de départ, que ce soit Café IA ou la semaine de l'IA pour tous, c'est vraiment lutter contre la fracture numérique et voilà, présenter les enjeux de l'IA auprès du plus grand nombre en fait. Ça, c'est vraiment indispensable aujourd'hui, à l'heure où l'IA va très très vite, c'est de pouvoir au moins expliquer, présenter ce qu'est l'IA au plus grand nombre. Pendant cette semaine de l'IA, tout le monde, comme la démarche Café IA est complètement décentralisée, c'est un mouvement, donc tout le monde peut rejoindre le mouvement. On a une cartographie sur le site qui présente les animateurs, mais tout le monde peut s'inscrire comme animateur. Tout le monde peut inscrire également son Café IA sur la carto. Comme ça, on voit ce qui se passe autour de chez soi et on peut même solliciter quelqu'un. Et donc, tout le monde fait ça. Alors, il y a des porteurs d'initiatives qui font ça bénévolement parce qu'ils ont envie de mener une opération nationale et, euh, et voilà, participer à ce grand mouvement. La semaine de l'IA pour tous, on y retrouve des ateliers, des conférences. C'est Est-ce que tu ça, as quelques éléments peut-être du programme? tout à fait.
Alors, sur la semaine de l'IA, donc c'est marrainé par Madame la ministre Anne Le Henaf. Donc, pendant toute une semaine complète, donc du 18 au 24 mai prochain, il y a plus de 1200 événements qui sont prévus partout en France et dans les dom-toms, en Corse, enfin vraiment partout sur le territoire français. Il y a aussi bien des cafés IA que des conférences, que des formations, que des projections de documentaires pour informer sur ce qu'est l'IA. Chacun fait le format qu'il souhaite en fonction de son statut et de son public. Le rendez-vous est pris, toutes les ressources et les liens dans la description de l'épisode. On a noté que les personnes qui veulent organiser des cafés IA peuvent le faire assez simplement, se rapprocher de vous, aller sur le site internet de la mission Café IA. Cécile Raveau, directrice de cette mission Café IA, était dans Solub. Toutes les infos dans la description et le site est très facile à taper puisque c'est caféia.org, café au singulier. Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux? Oui, sur LinkedIn et Instagram. L'IA en parlait et s'en emparer. Cécile, merci d'être passée dans cette émission. Merci infiniment, Simon. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.